Bien, alors nous allons démarrer justement par le parrainage puisque vous êtes candidat à déclarer à la prochaine élection présidentielle. Parrainage qu'a Ousmane Sonko, radié des listes électorales. La Direction générale des élections refuse de remettre une fiche de parrainage à son mandataire. Il dépose plusieurs recours. Le dernier à la Cour suprême, la requête a été rejetée par la Cour suprême. Alors, quel est votre commentaire justement, M. Boubacar Camara? Une forfaiture de plus. Je pense qu'on est en train de dépasser les limites avec cette affaire-là. À aucun moment dans le processus électoral, il n'a été conféré à l'administration, et notamment à la Direction générale des élections, de décider qui doit recevoir ou non des fiches. Ce qu'on a demandé, après la disposition constitutionnelle qui oblige les candidats à trouver des parrains, on a demandé par arrêté d'informer ceux qui sont intéressés sur le modèle de parrainage. Modèle. C'est le modèle, quelles sont les informations qui doivent figurer dans la fiche. Ça a été fait. Et de remettre les fiches pour harmoniser, pour éviter que chacun vienne avec ses fiches, avec son logo, etc. On dit, voilà le modèle, version électronique, version papier. Voilà le pouvoir de la Direction générale des élections. Elle n'a pas à s'interroger sur l'éligibilité. D'ailleurs, dans le modèle, il est noté très clairement que le fait de remettre les fiches de parrainage ne préjuge pas du statut du candidat. Oui. Aujourd'hui, le président Macky Sall, s'il voulait briguer un troisième mandat, et là, je me mets à la place du journaliste, s'il voulait briguer un troisième mandat, il dit qu'il en avait le droit, etc. Juridiquement, oui, c'est ce qu'il a dit. Vous pensez que si le président Macky Sall avait demandé à la Direction générale des élections de donner des fiches de parrainage, ils vont refuser parce qu'il n'a pas droit à un troisième mandat? Moi-même, qui suis opposé à ce troisième mandat, je serai le premier à condamner cet acte. Ce n'est pas leur prérogative. Donc ce n'est pas à la Direction générale des élections de trancher. C'est une voie de fait, en droit, ce qu'on appelle une voie de fait. C'est une prérogative que tu t'octroies arbitrairement, sans aucune base juridique. Et comment comprendre justement donc le rejet de cette requête? Parce que simplement, il y a derrière un projet. Le projet, c'est de dire qu'il y a une conception de la vie politique, une conception de projet de société, une conception qui ne doit pas prospérer au Sénégal. C'est la conception incarnée par Ousmane Sonko, incarnée par d'autres, que je partage parfaitement. Souveraineté, y compris sur nos ressources naturelles, transformation industrielle de notre économie, exploitation judicieuse de toutes nos richesses, gouvernance transparente, capital humain épanoui. Voilà cette différence, cette rupture politique, économique, sociale, de paradigme, et qui est acceptée par une majorité des Sénégalais qui en ont marre de l'ensemble de 63 ans de stagnation, malgré quelques efforts par-ci, par-là. Ils disent, ce projet-là ne va pas prospérer. Alors vous M. Camara, en 2019, vous avez été superviseur général de la campagne du candidat Ousmane Sonko. Vous avez de l'expérience. Hein? Est-ce qu'à l'époque, vous aviez vu venir justement toutes ces choses qui sont en train aujourd'hui d'arriver au leader du parti dissous PASTEF? Oui, bon, avant de revenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mérite fondamental de Ousmane Sonko et de l'ensemble de ce que j'appelle la nouvelle opposition politique, c'est d'incarner la vraie rupture par rapport à l'ancien régime et à ses béquilles. Et c'est ces paradigmes-là, c'est ces questions de fond, les ressources naturelles, ce qu'on a comme bien, comment on doit l'aliéner. Il y a eu un combat sur Franck Timis. Aujourd'hui, la Constitution dit que ces ressources appartiennent au peuple. C'est déjà un combat. C'est la question de la gouvernance, de la corruption, de la lutte contre la corruption.
C'est la question du capital humain. Comment financer l'éducation, comment financer la santé. C'est la question de nos relations souveraines avec les autres pays. Sur ces questions-là, on s'est retrouvés. Et effectivement, en 2019, quand nous avons été recalés, justement, avec le système unique du parrainage, on pourrait y revenir si vous voulez. On va y revenir tout de suite. Quand on a été recalés, c'était tout naturel de soutenir le projet de Ousmane Sonko. Ce que nous avons fait. Et nous n'étions pas les seuls. Parce que tous les gens qui ont compris qu'il fallait une vraie rupture ont mené ce combat. Et j'y avais vu venir, moi. Parce qu'après 2019, je me suis dit, voilà, une star est née. Mais cette star-là devait être protégée. Cette star devait développer une vraie stratégie pour se positionner. Et ensuite, le jeu s'est clarifié avec le départ de Idrissa Seck qui a rejoint le pouvoir parce qu'il y avait ce réflexe de survie de l'ancien régime qui s'est d'ailleurs élargi avec le dialogue national. Et donc, il y a d'une part ceux qui voulaient garder l'ancien système et d'autre part ceux qui voulaient mettre en place un nouveau système citoyen qui tienne en compte ces paradigmes dont vous faites partie. Dont je fais partie. Et pourquoi avoir décidé justement, vous aviez vu venir, vous avez dit tout de suite, une star est née, il faut la protéger, il faut l'encadrer. Alors pourquoi, Boubacar Camara Kama, avoir choisi, vous, de vous séparer de cette star que vous auriez pu encadrer? Alors, la séparation, elle était simplement stratégique au début. Parce qu'avec le départ de Idrissa Seck, un boulevard s'était ouvert. Se développer ensemble, c'était nous fragiliser. Il fallait se développer séparément. Ce qu'on a fait, jusqu'à la naissance de Yewwi Askan Wi, dont on a été un des promoteurs, mais à partir de Yewwi Askan Wi, il y a eu une forte puissance. Et on a retrouvé Ousmane Sonko à la tête d'une machine extrêmement redoutable. Cet Ousmane Sonko-là n'a pas été suffisamment protégé et ne s'est pas suffisamment protégé. Et il y avait des divergences de fond, et moi je me suis retiré. Tout en restant sur les principes. Ça ne change en rien le fait que le projet qu'il a, je le partage parfaitement. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ses méthodes de lutte. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le recours à la violence. Mais je suis parfaitement et totalement d'accord avec lui sur le problème de fond. Et je suis totalement opposé aux méthodes qui ont été utilisées pour l'écraser. Et justement, cette élimination au parrainage en fait partie. Et plus grave, madame, l'interprétation de la réalité de la contumace, ça n'appartient pas à un ministre, ça n'appartient pas à l'exécutif, c'est au juge de décider. Et c'est sur la base de cette interprétation qu'ils ont décidé de la radiation, et c'est sur la base de la radiation que notre ministre décide souverainement de ne pas remettre une fiche de parrainage. Les Sénégalais ne doivent pas laisser faire comme ça. On est dans un état de droit. Vous avez entendu, vous êtes juriste, vous avez entendu les explications d'Ismaïla Madior Fall, du professeur Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, sur justement cet état de fait, sur la contumace. Il dit que ça n'a rien à voir, les procédures ne sont pas les mêmes. À la fin, nous, profanes, on a même du mal à comprendre. Mais non, c'est pas au ministre de la Justice d'interpréter, c'est au juge de dire voilà les faits et voilà les conséquences. Il n'appartient pas au ministre de la... Il y a une séparation des pouvoirs. Il n'appartient pas au ministre de la Justice d'interpréter les effets de l'interprétation d'une arrestation, ça compte pas, c'est au juge de le faire. Non seulement il l'a fait, l'État en a tiré les conséquences, ils ont décidé de... Mais tout est arbitraire dans cette affaire. On est où? Il y a une décision qui a été prise, éliminer Ousmane Sonko, quitte à s'engloutir, et tout a été fait depuis le début pour ça. Procès sur procès, dossier sur dossier. Et est-ce que vous pensez que c'est la première fois qu'on le fait? C'était passé comme lettre à la poste avec Karim Wade. Karim Wade, on l'a traduit devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite alors qu'il était ministre. C'est la haute Cour de justice. Tout le monde était là. Et il y en a qui trouvaient à dire, oui, c'est une demande sociale et tout. Quel que soit ce qu'il fait, il faut respecter les procédures. Khalifa Sall, c'était la même chose. Mais avec Sonko, sa position a été claire. Les deux premiers que vous avez cités ont été réintégrés. Ils se sont mais bien sûr, dans le jeu politique. Mais toujours, l'ancien système se retrouve toujours. C'est toujours comme ça. Quand il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de rupture, les gens développent une stratégie de survie. Il y a une stratégie de survie, le jeu politique maintenant est très clair. Tous les gens qui veulent pas traiter ces vraies questions qui sont soulevées par
la nouvelle opposition politique se sont regroupés. Et le dialogue a été salutaire. Les choses sont claires. Maintenant, il y a des gens qui veulent le changement, développer le Sénégal, avoir la souveraineté sur nos ressources, sur notre monnaie, sur notre façon de faire, sur notre façon de discuter avec les gens, hisser le Sénégal à sa vraie place. Et d'autres qui veulent stagner, continuer à faire quelques réformes, discuter avec les bailleurs, avoir quelques fonds par-ci par-là, s'endetter, etc. Les autres, c'est qui? C'est tout. Les dissidents de la paix? Non, c'est tout le régime. On a fait 63 ans. On n'est pas un jeune pays. 63 ans, c'est quand même... 63 ans. On a connu le régime de Senghor, du président Senghor, qui a évité les guerres ethniques, qui a consolidé un État. C'était formidable. Mais qui n'a pas beaucoup avancé sur la transformation du pays. Tout le monde le sait. Qui n'a pas beaucoup avancé sur les trucs démocratiques. Senghor a juste laissé un État. Il a laissé un État, il a laissé un successeur qui également a fait ce qu'il a pu pour consolider une administration. Après l'administration, on a eu des crises, hein. On a eu la crise de 62, on a eu la crise de 68-69, on a eu le changement avec le Premier ministre en 70, on a eu le choc pétrolier en 73 avec tout ce qu'on a eu comme problème. Après, Wade est venu. 74, parlementaire, ils ont commencé à changer le régime, le scrutin. Bon, après, Casamance. Et après, on a commencé à s'essouffler, bailleurs de fonds, ajustement structurel. À la fin des années 80, crise de l'énergie, on était à genoux. 96, élection chaotique. 98, les gens se retrouvent. Un bon processus électoral. 2000, alternance. Ouais. Très clair. La fin de l'acte 1. Wade vient avec tout l'espoir, le champion de la démocratie. Au moment où Wade commençait son combat, il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas de pièce d'identité, un combat pour le processus électoral, pour la démocratie. Il est venu. Il a tourné en rond pendant 4 ans. Après, les projets ont commencé à sortir petit à petit. Après, la gouvernance, incroyable. On a commencé à se poser des questions. La manipulation des institutions, mais au moins il y avait la démocratie, liberté de manifestation, etc. Il a fait ce qu'il a pu. Des schémas qui ont été contestés, des schémas d'arrogance, on a vu ça. Taf, ça s'est cassé. Il est parti. Macky est venu surfer sur les défauts de Wade. Gouvernance sobre et transparente. D'ailleurs, lutte contre la corruption. J'étais en train de m'amuser avec le pôle communication de mon parti. Je le dis, recherchez-moi la dernière fois où Macky Sall a parlé de lutte contre la corruption dans ses discours. Je pense que ça doit être en 2013. Même le terme n'est plus utilisé. Les dossiers, n'en parlons pas. Tout. Il est venu, il a surfé sur ça. Et justement, sur les flancs de ces dysfonctionnements est née cette nouvelle opposition politique qui a été radicale, parfois. Qui a démarré par dénoncer tout ce qui était corruption. Mais justement, et c'est justement ça le problème de fond. Donc c'est une bataille, c'est un choix. Les Sénégalais doivent choisir entre des équipes qui prennent leur argent pour se transformer en richissimes, comme ça, sans travailler. Moi, je n'ai jamais compris comment on peut avoir autant d'argent sans travailler. Comment on peut vivre sans travailler. Je ne comprends pas ça. Des gens qui signent des contrats qui ne sont pas conformes aux intérêts des populations, on l'a vu. Choisir entre ceux-là et ceux qui mettent sur la table